En fait, on dit que le blanchiment, souvent, il suit 3 étapes. Mettons que là, vous vous dites, je me lance dans une nouvelle industrie, je vends de la drogue en bas de chez moi. Vous vous retrouvez avec un sac de cash. Et il faut que vous payez votre loyer avec ça. Parce que clairement, en fait, le cash, ça va pas vous servir longtemps. Donc, ce que vous allez faire, c'est que d'abord, vous allez essayer d'intégrer cet argent-là dans le système financier global, mais avec le plus de distance possible avec vous-même, pour ne pas qu'on puisse lier les deux. Donc, par exemple, vous allez le déposer dans un compte au nom d'une société qui n'a aucun lien avec vous, aux îles Caïmans, sans vouloir stigmatiser un pays ou un autre. Ensuite, vous allez faire tout un tas de virements pour en fait perdre la trace entre ce retrait et le dépôt initial. Et puis à la fin, vous allez faire une facture tout à fait classique d'une société, par exemple en Allemagne, avec votre activité en France. Un truc qui a l'air mais complètement légitime. Et ça, cet argent-là, il va tomber dans votre compte en banque et puis vous allez pouvoir payer votre loyer avec. Donc en fait, l'objectif, c'est ça. Vous avez de l'argent illicite que vous ne pouvez pas utiliser. Vous voulez l'utiliser de manière légale. Vous avez plein de moyens entre les deux. Acheter des montres de luxe, acheter des yachts, faire de la location de jets, voilà, vous avez vraiment plein de moyens, de l'immobilier même, tout ça pour pouvoir utiliser vos fonds. Sauf qu'il y a également une approche par les risques. C'est sur chaque dossier, les cabinets d'avocats doivent évaluer le risque de l'opération. Parce que pour prendre un exemple très concret, c'est pas pareil. Un client, on peut avoir un même client qui va avoir une opération de rachat de pharmacie et une opération de rachat de mine d'or en Afrique. C'est le même client, c'est pas le même risque en fonction du dossier. Donc ils doivent classifier ce risque en fonction d'éléments, donc notamment les listes de sanctions. Il y a plusieurs éléments. Il y a le fait d'avoir des personnes politiquement exposées, un critère d'internationalité avec certains pays justement sur les listes de sanctions, et il y a également l'activité à proprement parler. Bonjour à tous les deux, je suis très content de vous avoir. Alors, sujet qui n'est pas trop abordé d'habitude chez nous, on va parler des... Alors, je vais me tromper un paquet de fois. LCBFT, donc je vais vous laisser tout définir parce que j'ai peur de dire des conneries. Pourquoi je voulais parler de cet épisode? J'ai rencontré Pierre qui bosse chez Reglab et qui m'a parlé de Lior, qui sont deux experts, on peut le dire, sur des sujets assez différents de cette pratique-là. Mais globalement, je voulais vous avoir pour deux raisons. Ce sujet est en ce moment un grand sujet, c'est les cabinets d'avocats, et ça peut être un peu flou. Et en face, je voulais avoir aussi un expert, et avec Pierre m'a proposé d'inviter Lior pour participer à ce podcast, pour avoir une vue globale sur ce que c'était les LCBFT, et donc permettre à des personnes qui ne comprennent pas forcément ce que c'est, ou du moins qui vous voient, mais qui ont besoin d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce volet-là. Alors, ça va pas être un podcast chiant, je pense, parce que vous êtes assez pédagogique, et c'est aussi pour ça que j'ai été très content de vous avoir tous les deux, pour essayer de rendre la chose à la fois compréhensible pour des avocats, pour des directions juridiques, pour des boîtes qui s'intéresseraient à ce sujet-là, et en même temps, comprendre les enjeux un petit peu pour les cabinets, mais aussi pour les boîtes, et puis un peu démystifier toute cette thématique-là. Donc, je vais commencer par vous laisser vous présenter, définir un peu la notion d'LCBFT, et puis écoutez, j'ai plein de questions, donc je vous laisse la parole comme vous voulez. Ok, alors moi c'est Pierre Lenay, je travaille pour Reglab, je suis le représentant français de Reglab, qui est une société spécialisée sur le sujet de la LCBFT. Déjà l'acronyme, LCBFT, il y en a certains qui l'appellent LBCFT, il y a déjà au niveau de la sémantique des disparités sur comment on doit l'appeler. On prononce. Reglab, c'est une société qui est spécialisée là-dessus sur le sujet, plus particulièrement pour les cabinets d'avocats. On est implémenté dans 22 pays déjà, et il y a plus de 250 structures qui nous utilisent. Je me suis intéressé à la LCBFT par opportunité professionnelle, et parce que j'étais toujours intéressé par les sujets de compliance, vu que je faisais du droit économique avant. Okay. Donc voilà pour moi, Lior, qui sera plus à même d'expliquer exactement à quoi recoupe la LCBFT. Mon parcours, donc je m'appelle Lior Delfassi, je suis avocat associé dans le pôle compliance du cabinet Novelo Avocat à Paris. Et en fait, moi, je travaille sur les sujets compliance depuis toujours. Ça fait 13 ans que je travaille sur ces sujets-là. J'ai commencé, j'ai passé quasiment 10 ans au sein de BNP Paribas dans différentes fonctions, notamment justement sur la LCBFT, sur les procédures et aussi beaucoup sur les sanctions internationales, qu'on dit maintenant sanctions économiques. Je me suis retrouvé en fait assez intéressé par la LCBFT parce que du coup, j'ai une double formation, droit et management, et c'était vraiment la matière, je trouvais, qui faisait un peu le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on doit comprendre la finance, en tout cas au moins les grands aspects, et on doit comprendre le droit. Donc ça recoupait un peu les deux.
pour définir un peu ce dont il s'agit, en fait, on va prendre plusieurs étapes. On va dire, on a la criminalité, et la criminalité, elle passe aussi par le financement, forcément. Donc, vous avez l'infraction, par exemple, de narcotrafic, trafic de drogue, etc. Et puis, vous avez, à l'issue de cette infraction-là, vous allez collecter plein d'argent. Et cet argent-là, vous allez le blanchir. Parce qu'il faut pouvoir s'en servir sans se faire repérer. Et bien, du coup, cette infraction autonome qui est l'infraction de blanchiment, elle est pénalisée, enfin, elle est criminalisée au titre du code pénal, etc. Mais on va rajouter une étape en plus. On va demander à tout le monde de faire de la prévention. Donc il y a peu de mécanismes comme ça, c'est un mécanisme de prévention. Ça veut dire que, indépendamment de l'infraction en elle-même, on va vous demander d'éviter qu'elle arrive. Et ça, donc ça fait partie de la lutte, ce qu'on va appeler la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et ça va permettre justement à des entreprises qu'on va dire assujetties, donc par exemple les avocats, mais aussi les banques, les assurances, les entreprises du luxe, etc., selon certains critères, vont devoir en fait mettre en place des actions, des dispositifs pour éviter que l'argent soit blanchi. Donc on va les mettre à contribution avant l'infraction. Ok, donc c'est de la prévention. Est-ce que vous avez des chiffres un peu pour se rendre compte de quoi on parle en termes de, je sais pas, finalement de pertes? Parce que tout ça, c'est aussi, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup d'argent enfin, on parle de grosses sommes, j'imagine, si on met en place tout ce processus. Est-ce que vous avez une idée un peu de la quantité en France ou en Europe d'argent blanchi pour se rendre compte un peu de l'ampleur de ce volet de corruption, etc. Il y a des chiffres qui sont partagés ou pas du tout? Si, il y a des chiffres qui sont partagés. Alors, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est plusieurs milliards d'euros, je crois, qui sont blanchis chaque année. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce volet prévention. C'est parce que c'est un véritable sujet politique. Et effectivement, l'Europe s'empare du sujet parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est blanchi. Je sais pas si tu as les chiffres exacts en tête. Pas en tête, mais par contre, effectivement, il y a plein de chiffres qui circulent. Oui, effectivement, on parle de... au minimum, centaines de milliards. Voilà, c'est vraiment de cet ordre-là. Encore une fois, je ne les ai pas en tête, mais la Banque mondiale, les objectifs de développement, etc., ils chiffrent ça. Ouais. Moi, je vais vous ramener plutôt un chiffre particulier. C'est il y a un organisme européen qui lutte contre le crime organisé et les crimes graves et qui, a, dans son rapport 2024 qui est sorti récemment, a indiqué qu'il n'y avait que 3% de l'argent qui sortait, qui était justement issu de ces crimes-là, qui était justement récupéré, etc. Donc en fait, les dispositifs actuels ne permettent de combattre que 3%, de récupérer que 3% des fonds qui sont issus de la criminalité. Et ça veut quand même dire beaucoup. Ouais, c'est clair. On est loin en termes d'efficacité. Et pour expliquer un peu, je pense, le LCBFT et ce qui s'applique au cabinet, je pense qu'il serait intéressant de comprendre toi ce que tu fais au quotidien, quel type de client t'accompagne, sur quel sujet globalement, et en fait, qu'est-ce qu'un peu tu mets en place pour les accompagner, pour comprendre, je pense aussi, après derrière ce que propose Pierre avec Reglab. À mon avis, ça va se suivre de manière assez logique. Je te laisse un peu étayer sur ce que vous faites chez Novlo. Ouais. Alors nous, on va accompagner des entreprises qui sont assujetties, donc ça peut être des agents immobiliers, des notaires, ça peut être des banques, des assurances, des sociétés dans les cryptos. Et en fait, donc, la LCBFT, donc, comme on l'a dit, c'est un dispositif de prévention et ça passe beaucoup par justement la connaissance des clients. En fait, ça va être vraiment, il y a beaucoup de connaissances de leur environnement. Donc, connaissance de son environnement, nous, on va appeler ça la cartographie des risques. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va se dire, mais où sont mes risques? Ils vont analyser leur activité, ils vont essayer de détecter justement à chaque fois où viennent les risques. Donc, on va les aider à mettre en place ça. Sur cette base-là, en fonction des risques qui ont été identifiés, on va se concentrer sur certains aspects de leurs activités ou de leurs clients. Et donc, connaissance des clients, connaissance des activités. Suite à ça, donc, on va mettre en place des procédures justement de collecte des informations, d'identification des clients. Je pense que Pierre va pouvoir en parler beaucoup. Et on va aussi mettre en place un dispositif de suivi des transactions. En fait, quand vous faites un virement un peu gros et que votre banquier vous pose plein de questions, c'est ça en fait dont on parle. C'est-à-dire, vous dites, mais pourquoi la banque, en fait, elle n'a pas besoin de savoir ce que je fais de mon argent? Mais en réalité, si, elle a même des obligations. Et l'objectif final, tout ça doit converger vers un point. L'objectif même de ce dispositif, c'est d'aller faire une déclaration de soupçon vers une institution qui s'appelle Tracfin, et en fait qui est une espèce d'énorme database avec plein de données qui rentrent dedans, donc qui rentrent et aussi qui sortent
Parce que eux, une fois qu'ils reçoivent les données, ils vont les traiter et ils vont aussi les partager avec d'autres institutions, notamment les institutions judiciaires ou autres. Et en fait, c'est ça qui va permettre justement de lutter contre la criminalité. C'est que toutes les données qu'ils ont financières, elles vont servir en fait à déclencher des enquêtes, etc., etc. Donc tout le dispositif LCBFT converge vers cette déclaration de soupçon. Ok, trop bien. Et enfin, je sais pas si tu peux donner des exemples sans bien entendu parler de clients ou quoi que ce soit, mais finalement, comment ils arrivent c'est parce qu'ils arrivent à tracer finalement. Il y a un virement qui est envoyé là, mais du coup, en fait, ils regardent quelles sociétés sont à l'intérieur. Et en fait, dans ces sociétés, il y a des holdings qui gèrent. Enfin, comment ça s'articule de cette manière-là? Et en fait, tu te rends compte que l'argent arrive à des endroits bizarres au bout d'un certain nombre de virements. Enfin, comment c'est de cette manière-là? Comment finalement, pour avoir un truc hyper concret, comment des criminels ils arrivent à faire passer les trucs entre des mailles de filet? Ils utilisent des comptes en ligne bizarres. Enfin, comment ça se passe? Il y a plein de moyens. C'est ça qui est génial, c'est que l'intelligence, l'imagination n'a pas de limite. Ouais. En fait, moi, j'aime bien faire des références un peu vers la pop culture. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre C'est pas si tiré par les cheveux. Ouais, en fait, non, si, il y a des choses qui sont tirées par les cheveux, mais on voit vachement de choses dans les séries. Et donc, le Landromat, par exemple, je pense que c'est sur Netflix. Je sais pas si on a le droit de faire des. Je l'ai pas vu. Ok. Mais je veux pas faire de pub, mais voilà. Il y a aussi, bien sûr, l'affaire du carbone. Donc, il y a au moins un film, une série qui est sortie là-dessus. Donc, vous voyez, en fait, c'est ce type-là de mécanisme, concrètement. Alors là, on va être un peu académique. J'aime pas trop rentrer là-dedans, mais c'est intéressant en vrai. Enfin, franchement, pour comprendre. Il faut poser les bases. Ouais. On va poser les bases. Alors en fait, ça suit un schéma un peu anglais, enfin c'est d'inspiration anglaise, mais en fait, on dit que le blanchiment souvent il suit 3 étapes. Donc en fait, mettons que là vous dites, je me lance dans une nouvelle industrie, je vends de la drogue en bas de chez moi. Vous vous retrouvez avec un sac de cash, et il faut que vous payiez votre loyer avec ça. Parce que clairement, en fait, le cash, ça ne va pas vous servir longtemps. Donc, ce que vous allez faire, c'est que d'abord, vous allez essayer d'intégrer cet argent-là dans le système financier global, mais avec le plus de distance possible avec vous-même, pour ne pas qu'on puisse lier les deux. Donc, par exemple, vous allez le déposer dans un compte au nom d'une société qui n'a aucun lien avec vous, aux îles Caïmans, sans vouloir stigmatiser un pays ou un autre. Et ensuite, vous allez faire tout un tas de virements pour en fait perdre la trace entre ce retrait et le dépôt initial. Donc voilà. Et puis à la fin, vous allez faire une facture tout à fait classique d'une société, par exemple en Allemagne, avec votre activité en France. Un truc qui a l'air mais complètement légitime. Et ça, cet argent-là, il va tomber dans votre compte en banque. Et puis vous allez pouvoir payer votre loyer avec. Donc en fait, l'objectif, c'est ça. Vous avez de l'argent illicite que vous ne pouvez pas utiliser et vous voulez l'utiliser de manière légale. Vous avez plein de moyens entre les deux. Acheter des montres de luxe, acheter des yachts, faire de la location de jets, voilà, vous avez vraiment plein de moyens, de l'immobilier même, etc. Ouais. Tout ça pour pouvoir utiliser in fine vos fonds. Ok, putain, c'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est tous ces restos qui marchent pas, mais qui continuent d'être ouverts depuis des années ou de je ne sais quoi. Et alors, toutes ces obligations-là, elles s'imposent aussi de plus en plus au cabinet, pour faire un lien avec ce que vous faites chez Reglab. Qu'est-ce qu'on demande au cabinet de faire? Parce que ça, c'est du travail qu'on demande aux banquiers. Mais du coup, elle s'appuie sur les cabinets, si je comprends bien. Et qu'est-ce qu'on demande au cabinet aujourd'hui? Et en quoi c'est compliqué? Okay. Pardon, je peux juste tousser. Vas-y, profitez-en. Et si t'as besoin de plus d'eau, j'irai chercher de l'eau. Merci de là. T'inquiète. Qu'est-ce que du coup ça implique pour les cabinets? À quel moment en fait le cabinet rentre dans cette histoire-là? Alors, les cabinets d'avocats, ils peuvent être utilisés et instrumentalisés justement dans les montages financiers que Lior venait de décrire, parce qu'on peut aller voir son avocat en voulant créer une société qui, in fine, va permettre à blanchir de l'argent. Ce qu'on leur demande, c'est les mêmes choses qu'aux banques, je parle sous ton contrôle, aux notaires. Enfin, il y a tout un ensemble d'entités assujetties, c'est notaires, experts comptables, gestionnaires de patrimoine. Il y a le secteur non financier et financier. Et ce qu'on leur demande dans un premier temps, c'est vraiment un devoir de vigilance dans l'identification des clients. Donc, c'est ce dont parlait Lior. On leur demande selon deux volets pour les cabinets d'avocats. Il y a déjà juste leurs obligations déontologiques, avec l'article 1.5 de leur règlement intérieur,
qui a un devoir de prudence sur ils doivent savoir avec qui ils font des affaires. Donc c'est lors de l'entrée en relation d'affaires, il faut connaître son client. Donc un cas très concret, en gros, dès qu'on travaille avec un client, il faut avoir sa pièce d'identité, que cette pièce d'identité elle soit à jour. Lorsqu'on sera avec des personnes morales, il faut avoir un cabis qui date de moins de 3 mois. Il faut qu'on connaisse les bénéficiaires effectifs. Donc là, il y a un vrai sujet sur les bénéficiaires effectifs, parce que je ne vais pas divaguer trop, mais déjà juste le registre des bénéficiaires effectifs, il n'est pas à jour complètement. Depuis le 15 juin, les greffes du TECOM, tribunal de commerce, peuvent radier des entreprises s'ils ne donnent pas leurs bénéficiaires effectifs dans le cadre des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc ce qu'on demande dans un premier temps, et ça c'est à l'ensemble des avocats, c'est d'avoir une identification du client et de savoir avec qui il travaille. On leur demande ça, mais on leur demande également de pouvoir justifier de cette identification. Parce que dire, oui, bah, moi mon client, je travaille depuis 15 ans avec lui, c'est très bien, mais s'il y a un contrôle à un moment donné, il faut être capable de dire, bah, allez, ça c'est sa pièce d'identité, elle est à jour. Le bénéficiaire effectif, je sais que c'est pas un frère de Poutine, enfin bref, là je prends un exemple très gros, mais voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va y avoir une opération de classification des risques et un dispositif LCBFT à mettre en place. Donc la carto interne, c'est l'étape initiale, logiquement. C'est du coup en fonction de son activité, en fonction des clients qu'on a. Sauf qu'il y a également une approche par les risques, on appelle ça. C'est sur chaque dossier, les cabinets d'avocats doivent évaluer le risque de l'opération. Parce que pour prendre un exemple très concret, c'est pas pareil. Un client, on peut avoir un même client qui va avoir une opération de rachat de pharmacie et une opération de rachat de mine d'or en Afrique. C'est le même client, c'est pas le même risque en fonction du dossier. Donc ils doivent classifier ce risque en fonction d'éléments, donc notamment les listes de sanctions. Il y a plusieurs éléments. Il y a le fait d'avoir des personnes politiquement exposées, un critère d'internationalité, pardon, okay, avec certains pays, justement sur les listes de sanctions, où l'IOR est un spécialiste. Il y a également l'activité à proprement parler. Donc en gros, il y a deux volets. Il y a le devoir de vigilance et la classification des risques. Ils doivent se former également. Enfin bref, il y a toute une structure à mettre en place vraiment dans le dispositif LCBFT. Ok. Donc, pour un peu rendre le truc très concret, ouais, tu as un nouveau client ouais, ou tu as un client, tu dois déjà prendre le pli avant même de commencer à bosser avec lui, en fait, de comprendre d'où il vient, ce qu'il fait globalement et ce qu'il y a un risque. Et ça se fait déjà de manière en bonne intelligence. Je pense que ça se fait assez facilement. Un mec qui lance sa boîte en France, voilà, il fait son agence marketing, voilà, par exemple. Bon, il n'y a pas trop de risques, ça se fait assez vite et c'est réglé. Ouais. C'est dès lors qu'en fait tu te rends compte qu'il y a des activités annexes et j'allais dire à l'étranger, pas forcément à l'étranger d'ailleurs, je m'en rends pas compte. J'imagine que c'est toujours plus à risque en fonction de là où les gens travaillent, mais globalement ça commence par ça, quoi. C'est ça, ouais. Il y a une identification qui est faite à proprement parler en soi quand ton client vient chez toi et que tu l'accueilles, et surtout dans certains secteurs d'activité, type le corporate, en fait, c'est toi qui vas monter la structure de la société, ouais, donc tu le sais, tu les as, ces informations sur ton client. Mais effectivement, il y a ça, et en fait, ce devoir de vigilance, il a pour vocation en cas de doute, lors de l'entrée en relation d'affaires, bon, là, il y a un sujet à débat sur la déclaration de soupçon à ce niveau-là avec Tracfin, mais lorsqu'on a un doute, après être entré en relation d'affaires, il va falloir faire une déclaration de soupçon via le filtre du bâtonnier. Ça, c'est une particularité typique au cabinet d'avocats. Il n'y a vraiment que les avocats, selon moi, qui sont soumis à ce filtre du bâtonnier parce qu'il y a le secret professionnel qui doit être protégé. Donc, attends, je n'ai pas compris. Ouais, en gros, dès que tu bosses avec un client suspect... Si à un moment, tu as des doutes, après être entré en relation d'affaires, Tracfin estime que c'est avant, mais après être entré en relation d'affaires... Ce qui est un peu impossible à faire d'ailleurs, parce que si tu peux ne pas te rendre compte, enfin, quoique si, tu peux faire le travail et toi... Bon, il y a quand même pas mal d'avocats qui me disent, mais en fait, on ne travaille pas avec certaines personnes parce qu'on le sent que ça, c'est pas bon. Ouais, mais le sang... Voilà. C'est flou, quoi. Ouais, c'est assez flou, et du coup, en fait, il y a des montages qui sont quand même extrêmement complexes. Parfois, tu n'as pas le temps de faire toute cette identification. Il y a un nombre de listes de sanctions qui sont impressionnantes. Et donc, lorsque tu rentres en relation d'affaires et qu'à un moment, tu te rends compte que les opérations auxquelles je suis en train de participer sont peut-être à vocation de blanchir de l'argent, là, il faut faire une déclaration de soupçon. Dans certains... le périmètre des activités, je précise juste ça. Il y a deux exemptions aux déclarations de soupçon, évidemment. Voilà, c'est que au niveau des avocats, il y a quand même une restriction. Il y a certaines activités qui sont listées dans le code monétaire et financier et qui, elles, font justement l'objet de ces déclarations de soupçon.
Mais globalement, elles sont assez larges, et notamment dans ce que tu décrivais, c'est-à-dire le corporate, la fiscalité, etc. Il y a un certain nombre d'opérations qui sont justement prévues au CMF, au Code monétaire et financier. Ok. Ouais. Donc, finalement, ça s'adresse plutôt au cabinet d'affaires. Ah oui. Par exemple, je fais du droit pénal, je suis pas trop, j'ai pas de tendance à aller vers. On va pas me demander de vérifier quoi que ce soit. Tout ce qui est judiciaire est out. C'est Ok. ça, ouais. Tout ce qui est judiciaire et consultation juridique également. Si vous faites du pénal, vous pouvez arrêter les. Non, il y a Non, un mais- devoir d'identification dans tous les cas. intéressant. Ok, d'accord. Le devoir d'identification, il est dans tous les cas parce que Bien c'est le une préciser. obligation déontologique et que ça rentre pas dans le cadre de la déclaration de soupçon. Ça, enfin vraiment, il le martèle au CNB, c'est vraiment ce devoir d'identification, il est nécessaire. Ok. Ensuite, effectivement, il y a les listes, c'est le L561-3, je crois, ou 13, je sais plus, du CMF, du Code monétaire et financier, qui liste les activités des avocats où ils Ok. doivent faire des déclarations de soupçon en cas de soupçon. Côté entreprise, enfin côté banque, c'est très regardé pour le coup. Enfin ça, ils sont vraiment à fond là-dessus pour le coup. Ok. Oui, tout à fait. En fait, dans la partie financière, il y a des contrôles, il y a des amendes, etc. Et même côté non Effective ou Oui, ça tombe vraiment. encore la semaine dernière, 600 000 euros pour, Ouais, ok. pour une banque Du CAC, non, comment de l'UBAC. De bac, ouais. Voilà, enfin, il y a des amendes assez importantes. La Poste, la Banque Postale, qui a eu aussi une amende importante, Ok. qui date un peu il y a plus longtemps, mais Ouais, c'était... 10-15 ans, non? Non, quand même Plus. pas, c'était il y a quelques années, mais Ouais. c'était un gros montant. Ok. En tout cas, voilà, ce sont ce type d'événements, on va dire, qui vont pousser les entreprises à du coup, se mettre en conformité. Moi, juste, je voudrais revenir, alors c'est un peu mon côté théorique, parce que non, mais c'était hyper intéressant ce que tu as dit, Pierre, mais tu as notamment mentionné plusieurs notions, je pense que c'est aussi intéressant de les décrire, notamment la notion de bénéficiaire effectif. Ouais. Alors nous qui sommes dans le jus, on sait de quoi il Ouais, s'agit. bien sûr. Mais en fait, un bénéficiaire effectif, c'est quoi Et comme on s'adresse à des juristes, on peut utiliser Ouais. cette phrase Oui. qu'on a eue en cours de droit, on n'a jamais croisé une personne morale dans la rue. Bon, voilà. En fait, le bénéficiaire effectif, c'est ce qui vient répondre à cette phrase-là. Vous avez certes jamais croisé une personne morale dans la rue, mais derrière chaque personne morale, il y a Des une vraies personne personnes. physique qui, justement, bénéficie. Et donc, cette personne-là, c'est le bénéficiaire effectif. Le bénéficiaire effectif, c'est une personne qui va contrôler la personne morale, c'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'argent qui va rentrer dedans, lorsqu'il y aura une valeur justement économique, eh ben c'est lui qui va en bénéficier. Donc voilà. Identifier ce bénéficiaire effectif, c'est déjà la moitié du travail, parce que déjà on va savoir à qui, entre guillemets, profite le crime. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Et je me rends pas compte, mais tu parlais au tout début, alors c'était peut-être cliché, mais en réalité c'était un bon exemple. Par exemple, un compte aux îles Caïmans. Alors déjà, je me rends pas compte de la difficulté que c'est d'ouvrir un compte là-bas. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est limite, personne fait ça, ils utilisent des techniques beaucoup plus détournées parce que c'est trop. Et est-ce que c'est pas hyper opaque? Enfin, en fait, t'es déjà mort parce qu'en fait, c'est impossible d'aller vérifier. Enfin, comment ça se matérialise? Est-ce ils vont quand même donner ou ils se disent, bah non, nous, c'est comme ça chez nous, vous verrez rien. Enfin, ouais, donc en fait, là, déjà, les mecs ont gagné dans un sens. S'ils ont fait ça, c'est un peu compliqué, quoi. Oui et non, parce que du coup, à l'inverse, quand on va voir justement un compte dans un pays peut-être qui est plus suspect. Alors déjà, quand on dit pays suspect, c'est pas forcément quelque chose de, on va pas, enfin c'est pas un jugement. Non. C'est en fait justement il y a des listes qui sont prévues. Donc, alors juste pour cadrer un peu, toutes les normes de lutte contre le blanchiment des capitaux, elles dérivent d'un organisme international qui s'appelle le GAFI, dont la France est membre. Et en fait, c'est après, il y a des organismes régionaux qui vont surveiller la mise en œuvre justement de ces normes. Donc le GAFI a émis un certain nombre de recommandations et puis ensuite il va juger tous les pays sur la mise en œuvre de ces recommandations-là. Et donc si les pays ne respectent pas, il va les mettre sur des listes grises, listes noires, etc. Et ensuite les autres pays membres du GAFI vont dire bon bah tel pays fait partie de telle liste, notamment la liste grise et la liste noire. Donc du coup moi je vais obliger les personnes physiques et morales qui sont sur mon territoire à mettre en place des mesures de vigilance renforcées. Par exemple, voilà, mettons le cas d'un pays sur la liste grise, bah, du coup, forcément, on ne va pas les traiter pareil. On va faire plus attention, on ne va pas déléguer des activités à ces pays-là. Donc voilà, ça c'est la première partie, je pense, de la réponse à la question. Et la deuxième, il faut quand même se rappeler qu'il y a forcément, à un moment ou un autre, une activité légitime qui peut être faite. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un compte à Hong Kong
parce que c'est un port franc, parce qu'il y a une activité, parce que ça peut servir de hub régional, parce qu'on sait que c'est compliqué d'ouvrir un compte en Chine. Donc, il ne faut pas être forcément dans le jugement. Il faut essayer justement d'adapter. Et en fait, moi, je finirai là-dessus, hein, c'est ça que j'aime aussi dans cette matière, c'est que c'est gris. C'est qu'en fait, c'est pas blanc ou noir. Il y a une vraie une réflexion à avoir. Il faut s'adapter à son contexte. Il faut comprendre le mécanisme. Il faut se demander mais pourquoi ils ont ouvert un compte là, pourquoi ils ont fait ce virement, pourquoi ce montant-là, pourquoi est-ce que c'est un raisonnement économique derrière. Et c'est ça qui va permettre d'avoir la meilleure réflexion et la meilleure analyse. C'est du bon sens au final. À la fin. Ouais, on a le droit de travailler avec des gens qui ont des comptes à Hong Kong ou aux îles Caïmans ou à Monaco. Enfin, c'est juste qu'il faudra adapter le niveau de vigilance et les diligences à accomplir dans le cadre de l'identification et de la classification du risque. Mais comme le dit Lior, enfin, c'est pas que du bon sens. C'est vraiment aller chercher l'élément concret qui va permettre de justifier que cette activité a lieu. Donc c'est un travail d'enquête en soi. Enfin. C'est aussi génial. Enfin, ça doit être sympa de. C'est très intéressant. Ouais. Et côté cabinet, toi qui vois un peu comme, enfin, tu rencontres tout le temps des fondateurs ou des associés de cabinet qui réfléchissent à mettre en place des process, parce que RegLab, pour en parler rapidement, accompagne sur ce volet-là pour faciliter le travail, parce que en fait, tout le monde est débordé, ça emmerde tout le monde de faire des vérifications, ils veulent faire du business et globalement. Comment les gens réagissent quand tu parles avec eux? Est-ce qu'ils se disent bon, écoutez, peut-être mignon, on n'a pas le temps, ou est-ce qu'ils disent c'est super intéressant, il faut qu'on s'y mette? Enfin, quelle dynamique il y a en ce moment? Alors, les réactions sont disparates. Lior a trouvé ça très intéressant, mais parce qu'il baigne dedans, il est dans le jus et qu'il a une véritable passion pour le sujet. Est-ce que je peux introduire un truc? Parce que moi, ce que j'ai trouvé, et pour le coup, alors juste disclaimer, je ne travaille pas pour. Non, mais on peut en faire la publicité. On essaiera de la mettre dans la centrale d'achat si vous acceptez, mais enfin, ce sera quelque chose qu'on va essayer de pousser. Donc, c'est aussi l'occasion de mettre en avant l'outil. Mais en fait, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ça fait gagner du temps. Parce que voilà, on sait de quoi on parle. Je trouve que les avocats n'ont pas de temps. Et je trouve que vraiment la solution, déjà, elle est hyper intuitive, hyper facile d'accès, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de solutions pour les avocats. Et ça fait gagner du temps. Et voilà, moi, c'est le point que j'ai envie de mettre en avant. Je te laisse pas. Non, mais c'est parfait. Moi, si tu peux continuer à dire du bien de RegLab, vraiment, tu seras un meilleur ambassadeur que moi. Mais du coup, non, ouais. Alors, il y a plusieurs niveaux que je constate. Déjà, les cabinets anglo-saxons américains, ils gèrent ces sujets. Il y a des équipes support à Londres, à New York. Lior pourra en parler beaucoup mieux que moi parce qu'il a travaillé chez Norton. Je ne sais pas si on peut le dire, mais oui, c'est pas un secret. J'en suis fier. Du coup, il pourra parler des process qu'il y a mis en place chez Norton. Ensuite, les cabinets d'avocats, enfin les avocats à qui je parle, souvent ils soufflent quand je leur dis LCBFT, quand ils comprennent ce que c'est LCBFT. Mais ils sont intéressés pour discuter. Donc il y a un rapport qui est différent de ce que je faisais avant où j'étais sur un marché très occupé et du coup ils me disaient j'ai pas le temps, j'ai déjà ce qu'il me faut. Là ils sont ok, c'est chiant, on commence à nous saouler avec ça, mais du coup ça peut être intéressant qu'on discute. Donc vraiment il y a une prise de conscience selon moi de la part de la profession qui est peut-être un peu tardive, mais c'est pas trop à moi d'en juger. Mais ils commencent vraiment à s'y intéresser. C'est juste qu'il y a un flou en vrai. Enfin, il y en a beaucoup qui se sentent démunis face à ce sujet-là parce qu'on vient leur rajouter des charges administratives. Ils voient ça comme des démarches administratives et réglementaires où ils doivent se remplir des documents. Il y a la relation client qui est un vrai sujet. Enfin, demander des informations à son client pour un avocat, c'est pas évident tous les jours. Et nous, le parallèle qu'on fait souvent avec la GLAB, justement. Ça pourrait être rassurant en réalité si c'est bien amené. Oui. Alors en vrai, oui, là encore une fois, c'est un atout business selon nous d'être conforme, mais c'est ce qu'on dit aux entreprises aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment être conforme à ses obligations. C'est un travail de pédagogie, de discours, de comment. Toi, vous, du coup, vous êtes conforme, vous êtes à fond. Alors nous, on le fait, mais de manière artisanale, justement, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans la solution. Et je rajouterai encore un élément, et encore une fois, je ne travaille pas pour vous, je n'ai pas d'intérêt, mais je dis vraiment de manière... Bientôt, tu vas prendre des parts. Ouais, de manière vraiment très honnête. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que c'est un tiers. En fait, c'est que justement, le fait que l'email vienne de RegLab et ne vienne pas du cabinet, alors même si c'est aux couleurs du cabinet, etc., c'est qu'on peut dire « Ah, de toute façon, c'est notre prestataire, on met ça sur son dos. » Exactement. Et ça veut dire que ça enlève aussi une charge mentale. C'est comme ceux qui ont leur adresse facturation, alors que c'est eux derrière. Ouais. Alors du coup, raconte-nous un peu comment ça se
ça s'articule. C'est-à-dire, j'ai un nouveau client, je lui envoie un formulaire réglable, il remplit les trucs. Exactement, c'est ça. Alors, moi, je vais faire de la pub pour Réglable forcément, c'est mon métier. Mais ce qu'on dit aux avocats, c'est qu'avec un tableau Excel bien géré, logiquement, ils doivent pouvoir identifier leurs clients et gérer gérer l'identification. Ça suffirait. Après, on connaît l'amour des avocats pour Excel et ça dépend du nombre de dossiers aussi. Il y a un moment où la volumétrie devient ingérable. Deuxièmement, donc Réglable, nous, ce qu'on propose, c'est en fait, lorsque vous entrez en relation d'affaires, vous allez envoyer un lien d'identification à votre client qui va vous fournir lui-même tous les documents nécessaires à l'identification et au devoir de prudence et de vigilance. Ça peut être pré-rempli, je préfère le dire. Les avocats peuvent eux-mêmes le pré-remplir, parce qu'envoyer un lien d'identification au client, ça leur fait un peu peur par moment. Ça, en fait, le comparatif qu'on fait, nous, c'est quand même souvent avec le monde bancaire, justement, où il y a 50 ans, 40 ans, on pouvait aller serrer la main de son banquier, on ouvrait un compte en banque. Aujourd'hui, vous avez tous ouvert des comptes en banque, vous savez tous le nombre de démarches qu'il y a à accomplir, c'est exactement pareil. Et on arrive vers une uniformisation de ces exigences dans tous les secteurs. Donc, il y aura ce premier volet-là, avec l'identification. En fonction des informations qui vont être apportées par le client, vous allez devoir faire une vérification du risque et un établissement du profil de risque. Ce profil-là, il faut aller checker la liste des gels des avoirs. Il y a beaucoup de listes du GAFI, la liste de sanctions du GAFI. Il y a un nombre de listes de sanctions assez impressionnantes. Il faut aller également parfois les médias défavorables. Je sais qu'il y a des avocats qui tapent le nom de leur client avant de rentrer en relation d'affaires sur Google et qui se font les 3-4 premières pages Google pour voir s'il n'y a pas des articles qui citent leur client d'une façon un peu défavorable. Nous, on va automatiser tout ça. Et donc, en fait, il n'y aura plus qu'à rentrer les informations, le profil de risque qui aura été établi en fonction de la cartographie interne, parce que d'un cabinet à l'autre, ça peut changer. Ils n'ont pas tous les mêmes exigences. Ouais. Et ensuite, il y a également un volet où c'est un vrai trou dans la raquette, c'est la réévaluation des dossiers. En fait, en fonction du profil de risque qui sera établi, il faut réévaluer les dossiers tous les 1, 3 ou 5 ans, c'est les recommandations. Quand on sera sur un risque élevé, ce sera tous les 6 mois ou 1 an. Ce que ça signifie, réévaluer les dossiers, c'est vérifier que la carte d'identité est toujours valide, que le CABIS, il est toujours valide, qu'il n'y a pas eu de changement dans les bénéficiaires effectifs notamment. Et donc ça, il y a tenu au courant. Et ça, il y a une notification qui pop et qui dit, en fait, regardez. Ce que personne ne fera jamais en plus, parce que laisse tomber quoi. Il y a... Vérifier, c'est ingérable. Et moi, tu vois, je parle tout le temps d'outils de gestion. Je ne sais pas si chez Novelo, vous avez un outil de gestion en interne pour gérer la clientèle. Mais est-ce que, pour moi, je me dis, mais quand de toute manière, dans tous les cas, tu vas envoyer ces questions, est-ce qu'il n'y a pas matière à récupérer la donnée et l'intégrer dans son outil de gestion? Et comme ça, en fait, tu fais pierre de coups en disant, tous mes clients, ils passeront par Réglable. Et en fait, tout ce que je l'ai, après, ça finit dans mon outil de gestion. Comme ça, je n'ai pas de ressaisie. Tout se fait automatiquement. Il y a de matière à faire ça. Vous avez mis On a une API ouverte, nous, du coup. C'est ça qu'il faut faire. Franchement, je parle à des cabinets, mais des gros cabs. Toujours pas d'outil de gestion. Je sais même pas comment. Ils n'ont pas d'outil de gestion. Non, mais des top tiers. Ah ouais. Et en fait, je me dis, mais c'est la pierre de coups, tu vois. C'est le moment de dire, bon, vas-y, on se met en conformité. Et en plus de ça, tu vois, je trouve qu'il y a matière aussi à parler un peu de. Moi, c'est exactement ce que je dis. En fait, Réglable, c'est le logiciel qui vous permet de rentrer en relation d'affaires, d'être conforme à vos obligations en termes de classification des risques. Et en même temps, du coup, toutes ces informations, elles sont là et elles pourront être réinjectées dans votre logiciel de gestion. Il y a une nuance à apporter, c'est qu'il est recommandé de conserver toutes les données recueillies dans le cadre de la LCBFT sur un logiciel spécifique ou dans une sous-code spécifique. Mais je dis pas qu'il faut récupérer tout. Bien sûr. Non, mais justement, en fait, en gros, dans le logiciel de gestion, il y aura beaucoup plus d'informations parce que c'est là où tu vas mettre tes temps de facturation, le dossier, les pièces, etc. Et je trouve que c'est une belle entrée en matière de collecte de données saines. Je partage cet avis, comme tu t'en doutes, mais je sais pas si vous avez réussi à faire ça. Moi, je trouve toujours qu'en fait, le mieux on connaît son client, le mieux aussi on va pouvoir justement lui vendre des choses, etc. Donc, il y a un aspect business pour moi qui est indéniable. Oui, puis vraiment, c'est un travail de pédagogie auprès du client, mais en plus, moi, je sais que si je vais voir un avocat, je suis déjà allé voir des avocats, je leur ai envoyé ma carte d'identité. Et ça me gênait pas. Je savais que c'était. Oui, non, mais. C'est vraiment. Et si on même l'explique. Partout maintenant, même pour aller sur Pornhub et des trucs là, c'est fini, on est obligé de montrer. Mais ça participe à un certain ras-le-bol, du coup. On doit le faire de partout. Si en plus on doit le faire chez son avocat. Et si on parle d'ailleurs, je t'interromps juste sur un point, c'est que l'avocat, il est quand même censé être indépendant.
Donc moi, je trouve que le fait justement de pouvoir imposer parfois des choses à son client, même si ça peut être un peu énervant, ça participe aussi de cette indépendance. C'est qu'on n'est pas à dire oui à tout. Ouais. Et justement, toi, Lior, qui bosse un peu dans des sujets crypto, etc. Alors, je m'y connais pas assez sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche avec les outils de blockchain, etc. à notamment peut-être des authentifications beaucoup plus fortes. Est-ce que tu voyais un peu les choses vont faire qu'on va avoir des espèces de, je sais pas moi, comme on pourrait avoir sur Apple Pay, j'aurais mon identité numérique disponible où n'importe quel client, bah, je te scanne comme si je payais. Et en fait, les infos circulent, c'est protégé quand même, tu vois. Est-ce que vous voyez un peu des choses arriver dans ce style-là ou pas du tout Bah déjà, on va faire un peu cocorico, mais France Identité. Ouais. Je sais pas si vous avez mis ça en place, vous moi, avez fait la vérif, j'adore. ouais, la vérif à la mairie et tout. Moi, je l'ai fait. C'est incroyable. Enfin, on peut même faire des procurations de vote, etc. On peut quasiment tout faire avec. Donc, alors, indépendamment justement de l'aspect blockchain et tout, juste au niveau juste technique, il y a ce type de solution qui existe. Après, en fait, il faut savoir que d'un point de vue de la vérification, donc, comme on l'a dit, quand on a des clients, il y a l'identification, c'est-à-dire je collecte le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Mais après, il y a la vérification d'identité. Et la vérification d'identité, donc il y a des mesures qui sont mises en œuvre et elles sont assez restrictives. Et donc il y a besoin, lorsqu'on est à distance, de faire une vérification qui passe par des prestataires qui sont notamment autorisés par l'ANSSI, qui ont un certain niveau en fait de cryptographie, etc., de sécurité et de fiabilité qui va être vérifié par l'ANSSI. Tu montres ton visage tout ça. Après, voilà, les méthodes, elles sont, je pense, assez ouvertes, mais il faut en tout cas que ça ait une fiabilité suffisante. Et cette fiabilité, elle est vérifiée par l'ANSSI, et ça indépendamment de l'industrie. Ça veut dire que ça va être plus ou moins les mêmes vérifications qui vont être faites pour ouvrir un compte en banque voilà, dans une néobanque voilà. Et justement, c'est pour essayer de désingulariser les industries crypto. Enfin, voilà, elles font partie des industries financières. Ok. Non, mais enfin, tu vois, je vois avec l'IA qui se développe, le fait que demain, tu vois, moi, j'ai ma tête sur YouTube, donc en fait, dans un autre sens, je suis mort. C'est-à-dire que n'importe qui pourra faire une vidéo avec moi, ma tête, et peut-être pour reprendre mon identité assez facilement. Et donc, j'imagine qu'ils essayent de toujours niveler le niveau vers le haut, parce que la possibilité de me prendre l'identité de n'importe qui augmente de manière hyper importante, et j'imagine que c'est des sujets qui vont suivre aussi, même pour vous. Bien sûr, sur l'identification du client avec les deepfakes, avec l'IA, l'essor, c'est sûr qu'il va y avoir des exigences qui vont être demandées. Le truc le plus simple, ça sera quand même de rencontrer son client en physique souvent et d'avoir j'ai vérifié que. Ouais. Mais tu vois, il y a des cabinets, peut-être demain, où des mecs vont dire je suis gérant de cette boîte, regardez, j'ai tous les papiers, vous allez me faire la cession de ces fonds, on le vend à cette boîte-là, tu récupères tous les sous, et en fait, t'as le mec qui a vendu sa boîte, il savait même pas que sa boîte. Enfin, lui, il est en train de faire son business, tu vois. Enfin, j'imagine que c'est des choses qui peuvent arriver de plus en plus. Déjà, hein. Et donc, peut-être d'avoir un espèce d'endroit où on centralise, on dit en fait, non, là, bizarrement, vous êtes connecté ou vous nous avez appelé via un truc. C'est pas possible que ce soit. Enfin, en fait, il n'y a pas de doute. Ouais. Tu vois. Non, mais c'est ça fait partie de la vérification à faire. En fait, le client, quand il fournit des pièces, c'est aussi pour qu'il y ait un travail de vérification derrière de ces pièces-là. Parce qu'effectivement, on peut croire son client et avoir une très bonne relation avec lui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Parce que quel est pour vous, du coup, ce qui va. Les gros blocages sur ce volet-là pour les cabs. Enfin, de ton côté, c'est sur l'identification pour les boîtes. client. Non, sur le fait de mettre en place. Est-ce qu'ils s'y lancent quand même au final, ou est-ce qu'ils se disent bon, on réfléchit. Parce qu'on n'a pas été au bout de ce volet-là. Ils aiment beaucoup réfléchir, les cabinets d'avocats. Il y a une capacité d'inertie dans les cabinets d'avocats qui est assez développée. On ne va pas leur reprocher. J'aime bien que mon avocat réfléchisse. Comme tu l'as dit, en fait, je pense que quand tu as dit qu'il y avait des gros cabinets top tier qui n'avaient pas de logiciel de gestion, on n'en est pas encore là dans l'étape chronologique de leur digitalisation. Okay. Donc il y en a certains qui sont pas encore prêts pour ça, mais ils s'y intéressent. Après, ça n'engage que moi. En fait, je pense qu'il y a un manque de... Ils ne se sentent pas forcément concernés. Alors moi qui suis justement dans la LCBFT, mais plutôt et les sanctions côté client, forcément je me sens concerné, je connais ces textes, etc. Mais c'est vrai que même quand j'en parle à mes propres associés, du coup on le fait, on est conforme, mais ils se sentent beaucoup moins concernés que
Alors, je ne sais même pas, par exemple, pour les cabinets qui sont spécialisés justement, comme tu le disais, en droit pénal, etc., je pense que ça va leur paraître assez loin. Oui. Assez lointain, ouais. Non, c'est sûr. Et je vous avais mis, quand je vous avais envoyé des questions en amont, mais bon, peut-être qu'on y a un peu répondu dans ma manière de voir les choses sur le futur, mais comment vous voyez les choses dans 3-5 ans sur tout ce volet-là? C'est quoi un peu les grosses menaces que vous identifiez? Et Lior, toi plutôt au global, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens et quelle est la dynamique qui est en train de se créer sur le blanchiment? Est-ce que tu trouves que ça se gère de mieux en mieux ou au contraire, les mecs sont de plus en plus créatifs et donc c'est de plus en plus difficile? Et toi, côté cabinet, comment tu vois un peu les choses sur la suite? Commencer par... Alors moi déjà, ce que j'observe, c'est qu'il y a un renforcement. Les gens, il y a une prise de conscience, que ce soit, enfin, au général, je veux dire, sur le marché. Moi, j'ai des entreprises qui ne sont pas assujetties, qui me demandent justement comment on fait pour lutter contre le blanchiment, etc., dans des objectifs justement d'éthique, etc., dans cette démarche de conformité, on va dire volontaire. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc des entités qui ne sont pas assujetties. Ensuite, dans les entités assujetties, il y a une prise de conscience de la fraude. Moi, c'est vraiment le thème du moment, c'est la fraude. Les gens veulent justement utiliser ce qu'ils ont dans la lutte contre le blanchiment pour lutter contre la fraude. Et en fait, ça fait sens. L'exemple que tu as pris tout à l'heure, justement, sur le deepfake, quelqu'un qui va essayer de vider les comptes d'une entreprise en se faisant passer pour le gérant, ça, en fait, on voit typiquement que les mécanismes qu'on a déjà pour la LCBFT pourraient tout à fait être utilisés justement pour lutter contre la fraude. Donc ça, on le voit dans le marché et c'est de plus en plus prenant. Et ce qu'on peut voir aussi côté, on va dire plutôt digitalisation, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils. Il y a de plus en plus d'intérêt de la part des cabinets parce qu'en fait, il y a une compétition. Justement, tu parlais de l'IA. L'IA a fait que, pour moi, on est dans un nouveau segment en termes de concurrence. Les cabinets qui sont digitalisés, avant, ils gagnaient, on va dire, les 10-15% de productivité. Avec l'IA, je pense qu'on peut doubler ce chiffre. Et donc, il y a un vrai intérêt sur la digitalisation. Et ils se rendent compte que, du coup, si on peut digitaliser toute la chaîne de production, on va parler un peu entreprise, même si c'est un jargon qui parfois ne plaît pas. Si on digitalise la chaîne de production, on peut être plus compétitif et on peut gagner des parts de marché. Et on peut, du coup, ça peut finir en bénéfice pour l'entreprise. Et ça en fait partie, tu vois. Et voilà, donc c'est tous ces chaînons-là de vérification, ce sont des choses qui peuvent ajouter, en valeur ajoutée, justement, sur la chaîne de production. Trop bien. Ouais, ça j'ai vu un post il n'y a pas longtemps avec LinkedIn qui disait les avantages que le RGPD et que la conformité avait mis en place chez certaines entreprises. En fait, on se rendait compte qu'il y avait un ROI qui était calculable où il y avait du gain d'argent du fait d'avoir mis en place des procédures. Bref, je divague. Sur les cabinets d'avocats en question, d'ici 3 à 5 ans, je les vois tous équipés avec RegLab et du coup conformes à leurs obligations en termes de classification d'AS. Non, plus sérieusement, donc la façon dont je le vois sur la digitalisation, en fait, il y a un vrai sujet pour la profession d'avocat qui est le maintien du statut de l'autorégulation par la profession. Ça, c'est un sujet politique, encore une fois, et qui est très important. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, les entités qui sont capables de contrôler les avocats, donc mettons qu'il y a un contrôle chez Novelo un jour, ce sont ce sont les ordres eux-mêmes, donc ce sont leurs confrères. Donc ce statut-là, il est très important pour la profession au regard du secret professionnel, de certaines obligations avec le client et de la relation qu'ont les avocats avec leurs clients. Parce que, pour la petite histoire, si les avocats portent des robes, ça vient du monde ecclésiastique et c'est en lien avec la robe des clercs et des prêtres. Donc il y a vraiment une confidentialité. On va voir son avocat comme on va voir un prêtre presque. Le fait qu'il y ait ce sujet, cette sensibilisation pour les avocats fait que, en gros, moi j'ai parlé avec des associés qui disent que l'autorégulation, elle va être remise en cause dans les années à venir. Que ce ne sera plus les cabinets et les ordres, qui vont aller contrôler les cabinets, mais que ce sera des entités externes, type DG du Trésor, Tracfin, etc. Ça, c'est un truc que les avocats ne veulent absolument pas. Ils veulent garder ce contrôle-là. Donc ça, c'est le vrai sujet. Donc dans les 3-5 prochaines années, moi, je pense qu'on va voir les premières sanctions tomber pour les cabinets d'avocats. Je ne le souhaite pas, mais je le pense. Parce qu'il y a vraiment, en gros, il va falloir montrer à Tracfin, au GAFI, à la DG, qu'il y a un vrai travail de sensibilisation et un vrai travail qui est fait à ce niveau-là.
Faut donner l'exemple, quoi. Histoire de bouger C'est un peu ça, hein. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec les banques, hein. Enfin, il y a eu les premières amendes qui sont tombées et du coup, tout le monde s'est dit, bon, bah, ok, on va se mettre conforme, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu une sanction d'un cabinet d'avocats anglais. Ouais, il y a 2 ou 3 jours, non moi, je parle il y a plusieurs mois, sur justement ce qui s'est passé en Russie, donc pour la violation des sanctions, qui est assez intéressant. Et du coup, c'est l'OFSI, donc l'organisme anglais de respect des... Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de LCBFT, mais il y a donc un autre volet qui est le gel des avoirs. Donc dans les vérifications, il faut aussi s'assurer, comme le disait Pierre, que la personne avec qui on travaille n'est pas soumise au gel des avoirs. Et donc, ça participe aussi du respect des sanctions internationales. Et donc, il y a eu cette sanction contre un cabinet anglais qui, justement, avait fait des opérations avec Moscou sans demander d'autorisation au préalable. Donc, voilà, ce type de sanction existe dans d'autres pays. Et ça m'amène aussi à parler rapidement du coup d'un outil digital dont tu as parlé tout à l'heure sur les sanctions, donc qui est sanction.fr, qui a une utilisation qui est complètement différente de celle de Réglable. Moi, je m'adresse vraiment plutôt à des experts, soit des avocats dans ce domaine-là, soit des compliance officers, pour justement aller vérifier est-ce que les personnes sont sous sanction et surtout quel type de sanction s'applique à eux. Donc voilà, donc ce type, pour revenir donc au sujet initial, il y a des sanctions et je pense que ça a fait réagir les cabinets qui vont maintenant du coup être plus à même à justement respecter leurs obligations. Ouais. Et toi, alors pour suivre un peu tout ça, parce qu'il y en a qui ça va intéresser, j'espère d'aller plus loin, parce que là on a vu le sujet un peu au global et un peu ce que ça peut impliquer pour les cabinets ou pour les boîtes, mais on a touché un peu rapidement. Toi, d'ailleurs, tu as un site web où tu partages du contenu sur le sujet, si j'ai bien compris. Comment ça s'appelle ? C'est sanction.fr. C'est celui-là, pardon, j'avais pas fait le lien. Oui. Ok, donc c'est sanction.fr, donc on peut aller à l'intérieur et on a plein d'infos sur tous ces sujets-là. Tu partages aussi peut-être du contenu sur LinkedIn un petit peu ? Oui, beaucoup. Je suis assez actif sur LinkedIn. Et en fait, le site a peut-être moins de contenu sur l'actualité. Ce sera plutôt sur LinkedIn. Mais par contre, c'est vraiment un outil de recherche qui est disponible gratuitement. C'est ça. Et c'est assez impressionnant parce qu'il l'a codé lui-même. Enfin, c'est vraiment... Ça fait 2 ans que tu bosses dessus, c'est ça ? En gros, pour être très concret, on va taper le nom d'une personne, de son client, sur le site. Il y aura toute la liste des sanctions avec les différentes listes. Parce qu'il y a, je ne sais pas combien de listes il y a, mais il y en a plusieurs milliers. Alors moi, je couvre les sanctions du coup anglaises, françaises, européennes, américaines et de l'ONU. Ok, ce qui fait un petit... Ouais, ça en fait 5. Et en plus de ça, les sanctions sectorielles. Alors ça va être vraiment plus ciblé. C'est lorsqu'il y a un type d'activité en particulier qui est interdit. Et c'est parce que c'est connecté à une base de données. Ouais, des API. Ouais. Je vais chercher en fait sur la liste officielle des gouvernements. Trop bien. Ouais. C'est impressionnant. Mais parce que pour reparler sur du concret, là par exemple. Faut pas se retrouver sur ton site en fait. Exactement. J'essaie d'éviter. C'est un objectif de vie. Voilà, ce serait une très mauvaise nouvelle pour vous. Ouais, ça serait pas top. Mais donc pour rester dans le concret également, là, un cabinet d'avocats, par exemple, s'il veut aller vérifier la liste du gel des avoirs avant de rentrer en relation d'affaires, la manière dont ça se passe actuellement, c'est qu'en gros, il y a quelqu'un qui va ouvrir une fenêtre Google, taper le nom de la personne taper la liste du gel des avoirs. Il faut déjà que le site fonctionne, taper le nom de la personne, faire une capture d'écran avant de rentrer en relation d'affaires pour montrer que cette personne-là n'est pas citée. Il y en a certains qui font un suivi durant toute la relation d'affaires où ils vont vérifier de temps en temps. Enfin, déjà, t'imagines le temps pour aller voir une liste. Donc ça, c'est là où justement les outils digitaux peuvent permettre d'aider les cabinets d'avocats sur ce travail manuel qui ne les intéresse pas et qui n'est pas facturable aussi. Enfin, c'est quand même un volet important. Et tu as repéré, alors j'imagine que pour bosser avec des banques, c'est quand même très bon plan de mettre en avant que tu bosses avec Réglable ou alors que tu es à jour sur tous ces trucs-là. Je pense que ça sera un bon argument. Alors pour l'instant, c'est pas forcément mis en avant, mais c'est vrai qu'en fait, on peut, en tout cas, ça a du sens. Ça a du sens de mettre en avant que nous-mêmes, on est conforme et en plus qu'on s'équipe justement pour valider notre état d'esprit aussi justement vis-à-vis de ça. Bien sûr, et pas que auprès des banques, auprès des assurances également pour les avocats, parce qu'on sait que chaque année les frais d'assurance augmentent. Le fait de montrer que vous êtes conforme à ces obligations réglementaires qui augmentent la sinistralité en soi. Oui, après nous c'est centralisé, du coup, c'est justement l'ordre qui gère justement toute la partie RCP, responsabilité professionnelle. Mais du coup, selon pour moi, auprès de ces organismes, c'est un atout également de montrer qu'on se conforme.
Ok. Et même pour, je sais pas, il y a des petits cabinets, tout petits cabinets qui utilisent Reglab parce qu'ils font du droit bancaire ou des trucs comme ça. Ouais, on a des avocats indépendants qui Ouais. utilisent Reglab dans certains pays, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. On est le leader du marché aux Pays-Bas, parce qu'on est une boîte hollandaise quand même, faut le préciser. Donc ouais, on a tout type de structure. C'est quand même celles qui rentrent dans le champ d'application du CMF qui sont le plus visées. Mais oui, il y en a certains qui disent, mais en fait, souvent les jeunes avocats, tout est subjectif dans la jeunesse, qui viennent de grands cabinets anglo-saxons et qui ont eu l'habitude que ces sujets-là soient gérés par des équipes support, se disent, en fait, moi, je vais mettre ça en place parce que déjà, ils ont un attrait pour la digitalisation. Et ils se disent, au moins je serai conforme. Enfin, c'est vraiment dans leur schéma de pensée. Et tu trouves pas qu'ils devraient plus capitaliser là-dessus pour, on revient à du développement, mais sur leur développement. Est-ce que tu penses pas que justement ils devraient, s'ils contactent des banques, c'est dire, regardez, en plus nous c'est petit laïus sur le fait qu'on on est peut-être seul, mais on va vous coûter 1000 fois moins cher et en plus vous serez quand même conforme en travaillant avec nous, quoi. Alors la réponse pour moi elle est évidente, évidemment. Mais t'as pas d'exemple de personnes qui ont fait ça. J'ai pas d'exemple là concret où il y a des avocats qui, grâce à un logiciel conformité, ont pu développer une branche de leur business. Faut que ça devienne un starter pack, quoi. Ouais, mais parlons-en en fait. Soyons honnêtes. Quand tu choisis une banque, est-ce que vraiment tu choisis son niveau de conformité, tu regardes si elle a eu des amendes? Malheureusement, non, mais c'est pas le j'imagine cas. que pour des sujets comme les vôtres, peut-être plus, ils vont regarder si c'est comme le gars qui veut faire du RGPD, il va trouver un avocat qui est peut-être un peu plus calé sur le côté RGPD. Quoique. Oui, c'est vrai que ça envoie un signal, mais en tout cas, ça va dépendre du type de clientèle également. Enfin, c'est plus dans le cadre de discussion lorsqu'il va falloir mettre en place des choses. Là, ça peut. Ouais, mais je sais que tu vois, il y a certains directeurs juridiques qui adorent ça. En gros, qui voient que tu es conforme, ils voient un formulaire bien calibré et tout ça, ils sont top. Un boucher dans le village où vivent mes parents, je suis pas sûr que ça intéresse. Mais vraiment, donc ça va vraiment dépendre du type de clientèle, l'attrait que ça peut avoir. Et c'est pour ça que, en fait, il suffit d'avoir un truc adaptable où toi, tu peux soit remplir des infos parce que tu fais le travail pour lui, parce que le client peut voir son avocat comme vraiment un prestataire de service, même si c'est un peu dévalorisant juste vu comme ça. Donc là, tu remplis les informations. Il y a certaines directions juridiques, tu leur envoies ça, tout de suite, ils sont là. Cool. Ça va vraiment dépendre de la clientèle, je pense. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez d'autres ressources à partager, d'un petit dernier mot sur ce sujet? Il y a tellement de choses à regarder. Il y a tellement de choses à dire. Là, j'ai l'impression qu'on a abordé 1% du sujet, tu vois. Non, tu fais un truc de 3 heures. Non, mais enfin, des ressources à partager. Lior, vas-y, commence parce que va falloir que je réfléchisse à ce que je. Déjà le site internet. Oui, en fait, moi, j'invite ceux que le sujet intéresse à suivre un peu ce qui se passe sur LinkedIn. Pas forcément moi, il y a plein de gens hyper intéressants justement sur ce sujet-là. Il y a des publications qui sortent. Voilà, en fait, je pense que globalement, il y a le premier volet, c'est la connaissance et la formation. Donc, les gens qui sont sensibilisés à ces sujets-là vont être peut-être moins prompts à justement laisser passer des choses qui sont illégales. Donc, déjà, en fait, si on a fait ça, on a déjà fait 50% du travail. Ouais, moi, si j'invite à aller consulter la page du CNB qui est extrêmement bien faite et qui met à disposition des avocats gratuitement des outils. Donc, je vais leur faire de la pub quand même au CNB parce qu'ils font un gros travail sur ce sujet-là. Rapprochez-vous de vos ordres également pour essayer de comprendre. Nous, on donne des formations chez Reglab dans différents barreaux. Donc, vraiment, c'est déjà aller voir ça. Il y a des formations e-learning. Venez vers nous parce que nous, on peut juste donner des conseils. Et c'est vrai qu'il y a un premier vrai travail de sensibilisation qui est effectué depuis 2022 parce que le GAFI avait fait une évaluation du marché français. Qui était très très positif d'ailleurs, sauf pour les professions juridiques en général, qui était un peu moins amélioratif. C'est pas moi qui l'ai dit, mais effectivement, si on regarde même le rapport de Tracfin de 2024, le nombre de déclarations de soupçon des avocats, c'est 15. Donc c'est 0,1% du nombre de déclarations de soupçon. Et il est marqué noir sur blanc que les avocats peuvent mieux faire à ce sujet. Après, c'est un sujet sensible. Mais oui, allez voir les pages du CNB. Suivez Lior, il y a énormément de gens en compliance et en CBFT parce que tout le monde sent qu'il y a un vrai essor de la matière réglementaire. Ok, trop bien. Merci à vous deux. Merci à toi. Et puis, écoutez, allez suivre tout ça. Et puis, si le sujet évolue, on se refera un épisode. S'il y a un gros boom, surtout sur les cabinets, je pense qu'il y a matière à faire un truc sympa. Super. Merci à tous les deux. Merci Louis, merci Lia.